Voilà. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette 46e édition du Book Club de Femmes et Diversité. Femmes et Diversité est une association qui met en lumière les femmes de la diversité et la diversité des femmes à travers l'image et les récits inspirants, donc à travers un long métrage qui s'appelle Les Tisseuses, euh, une série de rencontres de femmes inspirantes que j'ai appelées Paroles de femmes qui ont osé sortir des carcans et se saisir de leur pouvoir d'agir. Et enfin, une rencontre littéraire mensuelle pour se retrouver et se ressourcer. Depuis le premier confinement, nous nous retrouvons tous les mois pour aborder une question en lien avec la condition des femmes à travers les récits d'une auteure, et aujourd'hui, c'est avec grande joie que je reçois Hedia Kadar, professeure émérite de l'Université de Tunis, docteur ès-lettres de la Sorbonne et diplômée de Sciences Po Paris. Spécialiste du XVIIIe siècle, elle a consacré une grande partie de sa carrière à explorer les littératures francophones et les dialogues entre Orient et Occident. Un ami un jour m'a dit: «J'écris pour savoir ce que je pense. Les mots que l'on porte et qu'on a parfois du mal à traduire se révèlent par l'écriture.» Dans Littérature en thérapie, publiée aux éditions L'Harmattan, Edia Kadar interroge les liens entre littérature, mémoire et réparation. Elle nous invite à écouter les voix féminines du Maghreb, à travers lesquelles l'écriture devient un espace de soins, de résistance et de réinvention de soi. Merci beaucoup, chère Hedia, d'être avec nous aujourd'hui. Alors, j'aime toujours démarrer mes échanges avec une question fondamentale, c'est comment est née l'écriture de cet ouvrage. Il faut réactiver votre micro. Il faut réactiver votre micro en bas à gauche. C'est bon. Voilà. Donc, merci pour l'invitation. Et c'est une formidable occasion pour moi de parler de ce livre, de cet essai. Alors, comment est né cet essai? Justement, c'est une série de travaux qui ont été faits un peu au hasard, je dirais pas au hasard, mais un peu à l'occasion des recherches que je faisais sur les femmes. Et au début, il n'y avait aucun lien entre les différents textes. C'était des questions qu'on soulevait soit au milieu des réunions, soit lors de colloques ou de conférences que je faisais un peu partout dans les universités. Et puis, euh, dès que j'ai eu la retraite, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de rassembler toutes ces conférences. Et ce sont des conférences qui portent pas seulement sur la littérature, mais la littérature tout genre confondu, c'est-à-dire roman, poésie, essai, mais aussi j'ai travaillé sur les pamphlets, les blogs, les témoignages, les autobiographies, etc. Donc j'ai abordé plusieurs sortes de textes et en les regroupant, c'est là où l'idée de thérapie m'est venue à l'esprit. Il faut dire aussi que c'est grâce aussi aux travaux de Cyrulnik sur la résilience, grâce aussi à Alexandre Geffen sur la réparation du monde. Donc j'ai lu beaucoup de choses sur la littérature contemporaine. Et là, l'idée de littérature en thérapie était pour moi un fil conducteur pour mettre en relation tous ces textes, tous ces textes, toutes ces conférences que j'ai pu faire tout au long de ma carrière. Et c'est comme ça que j'ai réussi à écrire cet essai, à lui donner sens. À quel point c'était difficile de rentrer dans le vif du sujet? C'était difficile de justement d'aller exhumer en fait tous ces textes, sachant que, parce que c'est une anthologie, hein, cet ouvrage, sachant qu'il y a une forte empreinte de l'oralité dans le Maghreb.
Oui, alors l'idée d'abord, c'est, je ne sais pas si vous avez vu que je l'ai dédié à ma mère. Oui, oui, tout à fait. Et je l'ai dédié à ma mère parce que ma mère, à l'âge de la puberté, on l'a empêchée d'aller à l'école. Elle est restée à la maison. Et toute sa vie, elle était dans le regret de ne pas savoir, de ne pas avoir fait d'études. Elle a même repris à l'âge, bon, très tardif, mais c'était, bon, c'était un peu tard. Elle n'a pas pu réaliser ses rêves. Et toute notre enfance et toute notre scolarité, c'était, elle nous demandait d'aller de l'avant. Et j'ai été comme ça jusqu'à la Sorbonne et Sciences Po et j'en passe, et le Louvre et j'en passe. Donc, c'était vraiment une impulsion que nous donnait la mère. Et là, ce qui était important, c'était les femmes qui vont à l'école et qui étudient, qui non seulement pour étudier, mais pour avoir un métier, mais aussi pour écrire. Mm. Et là, l'écriture féminine était pour moi quelque chose d'absolument fascinant parce que là, je sentis qu'il y avait dans cette écriture non pas une recherche d'esthétique ou de beauté uniquement, mais il y avait une, une quête de soi, une quête d'identité, une quête de la femme, de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut être, de ce qu'elle a pu être, de son histoire, etc. D'ailleurs, votre livre est préfacé par votre fille, je crois. Oui, justement, j'ai essayé de faire une sorte de filiation parce que ma fille est anthropologue et elle, justement, elle a été plus loin que moi. Donc, elle a compris un peu le message et j'ai fait le lien entre ma mère et ma fille pour dire que les études, que l'écriture, que l'apprentissage de la langue, etc., et tout ça, ça peut nous aider à découvrir, à comprendre ce que nous sommes, ce que nous avons été, ce qu'on a oublié de nous dire, ce qu'on a occulté, l'histoire, comment elle est écrite justement, sans les femmes justement. Et ça, c'est des découvertes pour moi qui ont été très importantes. Et je vais depuis que les femmes ont commencé à écrire, jusqu'à pratiquement jusqu'à nos jours, pratiquement, enfin jusqu'à nos jours, jusqu'au jour où j'ai terminé l'écriture. Mais d'ailleurs, j'ai mis à la fin que pour ne pas conclure, parce que je ne fais pas de conclusion, parce que l'histoire continue, justement. Mm. Absolument. Oui, En fait, il y a quelque chose d'assez fondamental dans ce que vous dites, dans ce que vous écrivez, c'est que, en fait, vous écrivez. Donc, j'avais quand même la sensation que la première partie de l'ouvrage, c'était sur comment finalement le colonisateur va écrire sur nos sociétés, sur nos cultures. Et le fait de se réapproprier notre propre récit, quelque part, nous oblige en fait à reprendre notre liberté, mais nous oblige aussi à faire un examen de conscience et à savoir ce dont on est fier et ce qu'on veut jeter en fait dans une partie de cette culture dont on hérite. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que ça responsabilise finalement la personne sur la trajectoire de vie qu'elle veut dessiner en prenant conscience que ben, les récits qu'on écrit sur nous ou qu'on écrit, eh bien, il faut pouvoir les interroger, etc. Mais ça suppose qu'il faut se saisir du calame, comme vous dites si bien, pour réécrire son histoire, pour transmuter finalement les traumas, quoi. oui, exactement. Tout commence d'ailleurs parce qu'évidemment, il s'agit de littérature francophone, hein, entendons-nous bien. Et les premières écrivaines qui ont commencé à écrire, bon, elles avaient quoi comme histoire? Celle des récits des voyageurs, les récits des missionnaires, et puis le récit du colonisateur Mm. sur elles. L'image qui était projetée sur ces femmes, qui était, bon, évidemment, l'image de la femme soumise, la femme derrière les barreaux, la femme, on disait que dans ces pays, ce sont des lupanars, les femmes sont là pour la jouissance, etc. Bon, il y avait plein de descriptions qui, évidemment, ne répondaient pas aux besoins et à l'identité des femmes telle qu'elles se vivaient elles-mêmes. Donc, il y avait ce besoin d'aller vers
vers soi et parler de soi, parler de sa vie, parler de son quotidien. Et d'ailleurs, les premiers écrits des femmes, je le dis dans je crois, de la deuxième partie, et ce sont des femmes qui écrivent leur quotidien. Parce que c'est tout ce qu'elles savent de toute façon. Elles connaissent leur vie quotidienne, les travaux et les jours, comme on pourrait qualifier ça. Au début, c'était ça, la tendance, c'était de parler de ce qu'elles savent, de ce qu'elles voient, de ce qui les entoure. Euh, et puis, peu à peu, elles vont aller plus loin. Grâce à leur lecture, justement, grâce à la découverte de l'espace, la découverte à se poser des questions comme des questions sur l'intime, sur l'autre, à se poser beaucoup de questions. Et là, c'est intéressant. Et justement, j'ai eu vraiment la chance de pouvoir aborder tous ces sujets, mais un peu en vrac, si je puis dire, parce que c'était des questions qui me préoccupaient, donc j'essayais à chaque fois de les comprendre. Et puis là, je comprends pourquoi elles ont écrit cela. J'essaie de comprendre, tout au moins, pourquoi tout cela a été justement travaillé les femmes et pourquoi elles sont passées d'un sujet d'une préoccupation à une autre, parce qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir sur soi. Mm. Ouais, Oui, je trouve que vous le décrivez très bien, ça, le fait que la femme est à la base est objet et elle devient un sujet puisqu'elle elle réfléchit, elle écrit voilà. sa propre histoire. Bon, bien sûr, ça commence par le quotidien, etc. Mais ensuite, c'est des réflexions qui vont jusqu'à MeToo, etc. C'est vrai que la chronologie est assez vaste entre, voilà, qui part de l'Antiquité presque Ouais. au mouvement MeToo. Ouais, tout à fait. Alors, Tout à fait. dans l'introduction, vous situez la littérature comme un outil de médiation entre le passé, entre les blessures du passé et le présent, avec cette quête de sens. Est-ce que vous pourriez revenir sur la manière dont vous avez articulé votre approche à la croisée entre la psychanalyse et les études postcoloniales? Qui ont été les auteurs et autrices qui ont nourri votre travail? C'est vrai que vous mentionnez Fatema Mernissi, Assia Djebar, mais aussi Frantz Fanon, Julia Kristeva, etc., etc. Oui, disons que d'abord, au point de vue méthode, je rappelais tout à l'heure les réflexions qui sont faites actuellement sur la résilience. Et puis sur cette littérature du XXe et XXIe siècle, qui est une littérature qui cherche non pas à faire du beau, mais à réparer le monde, comme dit Alexandre Geffen. Vraiment une littérature réparatrice, où on essaie de se constituer, de se faire, euh, de lire son passé, de se réconcilier avec soi-même et de trouver sa propre identité. Donc ça, c'est très important. Et puis, alors, évidemment, les écrivaines, et notamment les essayistes, les historiennes, comme Fatima Mernissi, anthropologue, ou Assia Djebar, ont été pour moi d'un grand apport. Mais il n'y a pas que cela. Euh, il y a aussi beaucoup d'autres écrivains. Donc, j'ai touché à plusieurs auteurs. Je ne me suis pas contentée, je n'ai pas fait vraiment un travail méthodique de recherche, mais ça va un peu dans plusieurs directions. C'est pour ça que je cite, par exemple, des écrivaines tunisiennes qui sont aujourd'hui peut-être moins connues, mais qui, euh, qui ont aussi nourri ma réflexion, comme Hella Beji, par exemple. Elle Belge qui a été un moteur intéressant quand elle parle de la vie de sa grand-mère, par exemple, dans L'œil du jour. Et il y a des auteurs comme ça. Et puis chez les Marocaines aussi, d'écrivaines, beaucoup de choses qui Asma m'ont Lamrabet, etc. Ouais. ouais, Vandana Mrabeet, tout ça, qui m'ont vraiment mis sur la voie dans cette recherche de soi qui est très importante et recherche non seulement de soi,
mais du nous, parce qu'elle passe du je au nous, le nous soiement, comme dirait un critique, que je cite d'ailleurs. Ce n'est plus une affaire personnelle, mais c'est une affaire de toutes les femmes, de l'histoire de la femme. Et elle remonte, puisqu'il s'agit évidemment des femmes du Maghreb, des femmes musulmanes et de langue française, donc soit bien précis, parce que on m'a dit, bon, il y a les femmes de langue arabe, il y a les femmes chrétiennes, il y a les femmes juives. Oui, d'accord, mais là, évidemment, on ne peut pas faire des études sur tout. Là, c'est un essai qui est bien ciblé. Et là, elle remonte à l'histoire de la femme dans l'islam. Et là, on a vu que là aussi, elles vont relire tous les textes, tous les historiens, Tabari, Ibn Hisham, etc. Elles vont relire tout ça pour essayer de comprendre cette histoire et de chercher leur place. Et elles ne la trouvent pas. Elles sont pratiquement invisibles. Et c'est cette invisibilité qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée et qui a intéressé mes auteurs, mes autrices, mais aussi, moi, en tant que lectrice et critique, j'ai été vraiment interpellée par cette invisibilité des femmes, qu'elles soient les femmes du prophète ou qu'elles soient des femmes qui ont été des sultanes oubliées. Il y a ce livre de Fatima Mernissi sur les sultanes oubliées, etc. Donc, je me suis posé la question du pourquoi. Pourquoi cet oubli, pourquoi cet effacement des femmes, et même à l'époque contemporaine, quand on voit par exemple les combattantes de la guerre d'Algérie, les femmes algériennes, ben, elles sont moins connues que les hommes, alors qu'elles ont participé grandement et elles ont payé aussi de leur chair ces combats, mais on les connaît moins. Oui, Mm. absolument. Ce sont des femmes qui ont marqué, bien sûr, la littérature, mais aussi dans le milieu politique et le milieu religieux, qui restent quand même des espaces de pouvoir, qui résistent justement à la présence des femmes. Et Ouais, vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage, c'est précisément dans ces espaces-là, que la femme doit, être présente ou qu'elle doit réhabiliter sa présence, parce qu'elles ont toujours été présentes. Simplement, elles ouais, ont été silenciées, invisibilisées. Et c'est tout le à propre en fait de votre ouvrage justement de mettre en lumiire que il y a, et vous le dites, vous terminez le livre sur ça, même si bon, il y a pas vraiment d'ordre particulier, mais vous terminez sur le sens de cette schizophrénie que vous dénoncez fait. à Oui. chaque phrase pendant, je sais pas, vous le dites peut-être 15 fois. Est-ce que vous voulez nous parler justement de cette schizophrénie qui déplace en fait le rôle de la femme alors qu'elle est fondamentale à la vie et à la préservation de la vie, finalement. Oui, ben, c'est-à-dire qu'on lui demande d'être ce qu'elle n'est pas. Mm. Voilà, il faut qu'elle joue un rôle qu'on lui attribue, mais non pas un rôle qu'elle s'attribue. Et c'est ça qui fait que elle est toujours en porte-à-faux, elle est toujours en train de, de, de se chercher et chaque fois qu'elle se révolte, c'est vraiment, elle est exclue, tout de suite exclue. Donc il n'y a pas de possibilité de parole et la parole lui a été ôtée. Et elle doit la récupérer, elle doit la restaurer à chaque instant et l'imposer. Et d'ailleurs, il y a un sociologue tunisien qui rappelle bien, qui s'appelle Bohdib, qui rappelle bien dans son essai que la voix des femmes, c'est pas seulement le corps, le visage, c'est pas le corps qu'on doit couvrir, mais la voix des femmes est une voix que on ne doit pas entendre la voix des femmes. Et il cite un exemple, il dit lorsque, par exemple, quelqu'un frappe à la porte de la maison, si il y a un homme, évidemment, il répond, mais s'il n'y a personne, la femme ne répond pas. Elle claque juste les bras, elle tape les mains, c'est tout, pour dire qu'il n'y a personne. Mais elle ne doit pas faire entendre sa voix. Donc, tout est interdit. La voix, le corps, tout, l'espace. Et là, il y a beaucoup de choses à récupérer, et beaucoup de choses à rattraper, beaucoup de choses, l'histoire, enfin tout.
Euh, et alors, l'enseignement et la langue a permis à ce saut justement vers un espace de liberté, si je puis dire. Voilà. Des remarques Pas et si j'ai questions? bien répondu, Oui, hein. oui, oui, vous avez tout à fait bien répondu à... Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou est-ce que je poursuis? Alors, bon, on va parler du corps de la femme tout de même, parce que c'est vrai que ça reste quand même une question fondamentale, et vous l'évoquez beaucoup dans votre ouvrage, la réappropriation du corps féminin, c'est plus qu'un acte social, c'est un acte politique, et bien sûr littéraire. Euh, En quoi est-ce que le fait de parler de menstruation, de sexualité, de maternité devient une résistance aux formes d'assignation patriarcale? Euh, et est-ce que vous diriez que l'écriture du corps rejoint une littérature, est-ce que c'est une littérature spécifique au monde du Maghreb ou au monde musulman dans une large mesure, parce qu'il y a quand même le tabou de la sexualité, le tabou du corps féminin qui est très présent, qui est très fantasmé dans la littérature, puisqu'on a quand même à l'origine, on est à l'origine des mille et une nuits. Mais le paradoxe de ça, c'est que ça reste quand même un sujet extrêmement tabou de parler de sexualité, de maternité et et de thématiques en lien avec le corps féminin. Oui, alors pour cela, moi, je fais référence à l'ouvrage de Fatima Mernissi, qui est La peur modernité, qui montre bien justement que avant l'islam, et là elle montre la femme avant l'islam, bah, c'était un matriarcat. Les femmes étaient, il y avait des déesses qui étaient des guerrières les femmes, c'était elles qui menaient les combats, euh, c'était elle qui gardait l'héritage, il y avait un rôle très important, elle le démontre bien. Et puis, avec l'arrivée de l'islam, eh bien, les choses vont basculer. On va lui ôter de plus en plus, et c'est ce qu'elle explique dans son ouvrage, Fatima Mernissi, on va lui ôter ce pouvoir, et le pouvoir va se déplacer, il va devenir masculin, c'est le patriarcat, et donc du coup, la femme fait peur. La femme devient, elle appartient à ces femmes guerrières, c'est la Jahiliya, c'est ce qui était avant. Et maintenant, il faut qu'elle soit domestiquée, si je puis dire. Pourtant, le prophète, lui, voulait l'égalité entre les femmes. Mais c'est la charia, c'est tous les écrits, tout ce qui a été évidemment programmé après l'islam, qui va faire que peu à peu, on va mettre la femme sous voile, justement. Et elle va disparaître de la vie publique. Donc, elle a le droit de tout faire, sauf la politique. Et c'est ça la politique, évidemment, ça lui permet d'être dans l'espace public. Et là, elle s'est trouvée écartée de ce monde. Pourtant, quand on lit l'histoire, il y a des femmes qui ont joué un rôle politique et elle démontre aussi il y a Essia Djabar qui, dans Loin de Médine aussi, montre bien que les femmes étaient très présentes. Par exemple, à la mort du prophète, ce sont les femmes qui ont veillé le prophète, alors que les hommes se disputaient le pouvoir loin du corps du prophète. Donc, elle parle aussi de la fille de Fatima, la fille du prophète, qui a été aussi écartée. Donc, elle n'est plus que la femme d'eux ou la mère d'eux, elle n'est plus rien que ça. Donc voilà, il y a toute une histoire que, que les écrivaines, justement, essayent de relire, de même la question du voile, par exemple, la question du corps. On nous dit tous les jours que c'est la règle, que c'est le Coran qui a dit. Alors, il y a, par exemple, euh,
des écrits qui parlent de ces questions qui fâchent, justement, elles relisent le Coran, elles relisent les textes de la Sunna, de tous les textes, et elles se rendent compte qu'il n'y a rien qui prescrit justement cette voilà, rien qui oblige les femmes à se couvrir de la tête aux pieds, etc. Elles relisent, elles font de la psychanalyse. Par exemple, en Tunisie aussi, on a des écrivaines comme, et des essayistes comme Olfa Youssouf ou Latifa Lakhdar, etc., qui font aussi un travail sur la psychanalyse, de sémiotique, etc. Et là, c'est vraiment quelque chose de nouveau, bien sûr, par rapport aux femmes, par rapport à la connaissance que l'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on prend à bras le corps la science et on essaie de la comprendre aussi, pas comme on nous l'impose de le faire, mais comme aussi on peut la comprendre et qu'on peut l'analyser. Mm. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà. Oui, puis il y a l'arrivée aussi des imams femmes qui donnent aussi une lecture peut-être plus juste des textes. Oui, oui, comme Kahina Behloul, qui est imam, que j'ai interviewé, qui est vraiment, elle démontre que rien n'interdit à une femme d'être imam, alors que pendant toute l'histoire de l'islam, elles n'ont même pas le droit d'entrer dans la mosquée. Il y a un espace qui est réservé aux femmes, alors qu'il n'y a rien qui et ça, c'est la loi patriarcale qui l'impose, tout simplement. Oui, j'en Même, parle. Je oui, parle oui, de oui, cet imam, oui. Mm. Moi, parce que j'essayais de vraiment de faire, de tout mettre côte à côte pour faire une démonstration. Bon, je suis pas sûre d'y être arrivée, mais en tout cas, c'est une ébauche. Il faut continuer. Il faut que d'autres chercheurs s'y mettent. c'est un- Il y a de quoi faire. il y a de quoi faire, effectivement, et c'est un ouvrage qui est immensément riche. Et moi, j'ai découvert aussi beaucoup d'auteurs, beaucoup d'autrices grâce à vous dans cet ouvrage. Alors, Arwa, je te laisse prendre la parole puisque tu fais des remarques voilà, sur le fait que la sexualité n'est pas seulement tabou en islam, mais dans les religions monothéistes d'une manière générale. Euh, Oui. Anne-Sophie Moncinet et Eva, oui, Ouais, j'ai oublié de la son nom, Eva. cité, oui, de la mosquée Ce sont Saint-Marc. alors c'était juste des remarques que je balançais comme ça suite à enfin en écoutant ce que vous disiez. Donc c'était juste des précisions puisque tu parlais des Mille et une nuits comme ouvrage érotique. Je voulais juste ajouter qu'il y a aussi La prairie où s'ébattent les plaisirs de Cheikh Nebzewi. Alors ça remonte au XVIIIe siècle, il me semble, à l'ère Hafside en Tunisie. Je voulais aussi préciser que la sexualité n'est pas seulement tabou en islam, elle est en fait dans toutes les religions monothéistes, il me semble. Et voilà, j'ai donné l'exemple de deux femmes imams de la mosquée Simorgue à Paris. Oui. Elles sont du courant soufi, qui est soutenu notamment par le philosophe Abd Nour Bidar. Hmm. Ok, oui, puis ben, il y en a d'autres, hein. Il y a Chérine Cancan qui Oui. Marc que j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi en ligne et voilà, je faisais partie de son groupe de réflexion. Voilà, j'ai lu son bouquin. Malheureusement, je ne peux pas l'interviewer parce qu'elle n'est pas francophone, mais oui, oui, Ah, heureusement. je la connais pas, elle est iranienne. Chérine Cancan, non, elle est danoise. Elle est danoise et je crois qu'elle est libanaise du côté de sa mère, de son père, je crois. Enfin, je ne sais plus très bien, mais elle est au Danemark. D'accord. Et c'est vrai que c'est une bonne chose, je trouve, qu'il y ait que ces femmes aient le courage De de, réformer. oui, de réformer ou en tout cas d'interroger les textes religieux, parce que je pense que la religion, plus que la politique, a le pouvoir, a plus de pouvoir, elle a plus de poids, puisque nous sommes censés être les califes de Dieu sur terre, et donc les hommes, en s'appropriant ce corps, bah, peuvent assujettir les femmes, enfin les hommes, le patriarcat,
puisque le patriarcat n'est pas juste la question des hommes, c'est aussi il y a des femmes qui entretiennent ce patriarcat-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez en toucher deux mots, Madame Cada. Euh, oui, bon, c'est vrai que le patriarcat est aussi maintenu par les femmes parce que c'est elles qui enseignent à leurs enfants, et notamment aux garçons, euh, comment devenir un homme. Tu es un homme, tu ne pleures pas, tu fais pas ça, tu fais ceci. Et là, il y a des scènes absolument époustouflantes dans des romans qui parlent justement de la sexualité. Et là où on voit, il y a une question, il y a un chapitre d'ailleurs que j'intitule L'homme, c'est inconnu. L'homme, les femmes euh, se- ne connaissent pas ce que c'est qu'un homme. Et elles se cachent pour découvrir, pour découvrir ce que c'est qu'un homme. Elles ne savent pas ce que c'est que la sexualité de l'homme. Elles n'ont aucune connaissance de cela. C'est ça qui est à... et ces On romans, manque, notamment chez pardon, les on Marocaines manque, surtout, oui. j'allais dire, on manque terriblement d'éducation sexuelle. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de sexualité. Et là, la question est posée. La nuit de noces, par exemple, c'est un des thèmes aussi que l'on trouve dans ces romans, qui est absolument terrible. Il y a des descriptions. Je fais quelques petits résumés, évidemment, dans mon ouvrage, mais il faut lire ces textes, c'est incroyable. Ces histoires de nuit de noces. On retrouve d'ailleurs les mêmes choses au cinéma, hein. Aussi, on retrouve aussi. Mais enfin, moi, je n'en parle pas parce que je m'occupe uniquement de la littérature, mais c'est vrai que c'est un vrai problème, la question de la sexualité, qui se pose aussi bien d'ailleurs pour l'homme que pour la femme. Mais là, en l'occurrence, c'est la femme qui l'exprime et qui essaie de décrire euh, tout ce qu'elle, vraiment, tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle désire aussi, parce elle a aussi des expériences autres qu'avec l'homme du Maghreb, et là, elle fait des comparaisons, etc. Et ça, c'est intéressant à lire dans, dans un roman, par exemple, comme celui de Nejma, pas de Kateb Yassine, mais c'est l'auteur qui s'appelle Nejma, c'est un pseudonyme où elle parle vraiment de questions de manière tout à fait crue, j'allais dire, de ces questions de sexualité. Excusez-moi, j'allais aussi ajouter que le désir féminin est souvent négligé et passé sous silence. Toujours. Oui, tout à fait. Mais là, il n'y a pas de désir féminin. C'est toujours, on retrouve, tout ça j'arrive jusqu'à MeToo. D'ailleurs, pour montrer, j'ai eu la chance d'avoir ce livre d'une Tunisienne qui parle justement de cette histoire. Euh, qu'elle a avec son grand-père et qu'elle les raconte avec détail. Et elle dit, j'ai besoin de raconter ça parce que c'est une forme de thérapie pour moi parce qu'elle a vécu, elle n'a jamais pu en parler. Et avec MeToo, elle a réussi quand même à se libérer et à dire ce qu'elle a vraiment vécu et j'allais dire souffert. Ouais, et ça peut aller plus loin parce que là, je viens de découvrir le livre. Je l'ai pas, j'en parle pas dans mon livre parce qu'il n'était pas encore sorti de Fatma Das sur la lesbienne. Donc ça aussi, c'est des choses, c'est des choses dont on ne parle pas. On ne parle pas. C'est tabou. La sexualité des femmes, c'est tabou. Donc à tous les niveaux. Et là, justement, cette littérature en parle. Là, on découvre beaucoup de choses qui sont tues, des choses qui sont désirées, parce qu'elles disent aussi ce qu'elles ont envie d'avoir ou de faire ou de vivre. Et voilà, d'ailleurs, par exemple, dans L'amour, la fantasia, Assia Djabar parle, quand elle parle de cette Française avec son ami et son fiancé qu'il a, qu'il, qu'elle, que- qu'elle,
qu'elle appelle Appel. Pilou, Pilou chéri. Et puis les petites Algériennes qui sont là, qui ne comprennent pas comment elles, comme ça, publiquement, elle arrive à l'embrasser, à lui dire chérie, etc. Bon, c'est quelque chose d'absolument scandaleux pour une Algérienne. Et ben, elle découvre et puis elle montre. D'ailleurs, bah, après, dans les nuits de Strasbourg, par exemple, là, c'était très chaud. Toujours là, avec Essel Gebar, où elle raconte vraiment des rencontres, beaucoup hein, qui n'ont rien à voir avec ses premiers romans. Voilà, donc c'est comme ça, c'est ça qui est intéressant, c'est cette thérapie. Et au fur et à mesure qu'on avance, il y a beaucoup de choses qui sont, j'allais dire, guéries, mais et on en découvre d'autres au fur et à mesure. C'est ça qui, dans une thérapie, c'est Ouais. jamais un soin total, hein. Il y a des choses qu'on soigne, il y a d'autres qui s'éveillent et puis on avance. Ouais. Voilà. Oui, c'est thérapeutique de d'écrire aussi, mais c'est aussi thérapeutique de lire parce que Pour le lecteur, oui, pour le lecteur, ouais, parce que ça tout à permet fait. de mettre à distance, aussi d'analyser. C'est plus facile de lire les traumas de l'autre pour, par effet de résonance, pour vérifier par sa boussole interne si ça résonne en soi et pourquoi ça résonne, et que ça Ouais. puisse aussi faire remonter peut-être des douleurs, des mémoires traumatiques. Alors par rapport à ça, nous, on a eu, il y a deux ou trois semaines, on a eu à votre place, Madame Kadar, on a eu Dounia Hadni qui a parlé Oui, de son ouvrage La Chouma. oui, à chaud. Ouais. Sexualité dévoilée de Nadia El Bouga, que je recommande vivement parce que Oui, justement, elle détabouise, si je peux m'exprimer ainsi, la question de la sexualité et elle pointe justement du doigt ce qu'on continue à entretenir en termes de, de, autour de la misogynie, on va dire, que ce soit autour de la sexualité, mais aussi la question du corps, etc., etc. Donc il y a quand même beaucoup d'ouvrages oui, qui existent aujourd'hui qui permettent de déconstruire un petit peu les schémas dans lesquels on se trouve et qu'on n'interroge pas toujours et donc qu'on va transmettre parfois à notre insu, quoi. ouais, oui, justement, les langues, j'allais dire les plumes se délient il y a une déconstruction qui se fait au fur et à mesure et qui permet justement de se libérer. Parce que c'est ça qui est intéressant et moi c'est ça qui m'a intéressée en tant que lectrice ayant étudié ces textes. Moi-même, je peux dire que ça m'a beaucoup aidée à mieux me connaître, à mieux comprendre ma place dans la société, à mieux comprendre quand on me dit toi, tu es une femme, tais-toi. Je dis bah, au départ, euh, j'étais vexée. Mais après, j'ai compris pourquoi on me disait ça. Et là, je redoublais de férocité. Et je parlais deux fois plus pour montrer que j'ai le droit de parler. Mais au début, c'était très, très fort. Moi-même, quand j'ai eu, par exemple, quand j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'État, hein, à l'époque, c'était une performance. C'était la première en Tunisie, à la Sorbonne, avec mention très bien et tout. Quand je suis rentrée, on m'a dit, ah oui, voilà, euh, tu es une femme. Donc, pour te surmonter, pour montrer que tu es quand même quelqu'un, tu as été jusqu'au bout, tu as fait ça. Et un le directeur me parle en arabe, alors je ne sais pas si je peux citer en arabe, il me dit متضعف عملت قوة, c'est-à-dire euh, tu es faible, donc tu as pu te surmonter pour montrer que tu es forte. Alors que j'étais vexée, au lieu de me dire félicitations, vous avez pu ah ben non, c'était... Et là, évidemment, toute cette littérature, toute cette thérapie a été aussi la mienne, pas seulement celle des auteurs, mais j'espère aussi que ça sera celle de mes lecteurs et d'autres, et tous ces écrits qui continuent d'ailleurs, puisque maintenant, on ne peut plus arrêter les femmes d'écrire et de s'exprimer et de,
il y a des femmes poètes, il y a des femmes essayistes, il y a des femmes, il y a les blogueuses dont je parle, et il y a celles qui vont écrire leurs actions en politique, vont tout décrire. J'essaie de rassembler tout ça. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, beaucoup. Il y a beaucoup à faire et c'est vrai que le sexe faible est aussi entretenu par des phrases comme le masculin l'emporte sur le féminin dans Voilà. l'écriture Voilà. française. Mais aujourd'hui, Voilà. avec l'écriture inclusive, on a bon espoir, Tout voilà, à que ça fait. puisse faire évoluer un petit peu les mentalités sur l'inclusion Ouais. du féminin. Ouais. Est-ce que, il y a d'autres remarques ou je poursuis? Juste pour faire une blague, autant je suis féministe, autant je tiens aux règles de la grammaire classique. J'aime pas trop l'écriture inclusive. Oui, J'ai du mal avec ça. oui, tu as du mal, mais il Ouais. faudra peut-être s'habituer. Faudra peut-être s'habituer. Alors, est-ce que donc, du coup, c'est vrai que j'aimerais revenir sur sur la question du choix de la langue. Alors, est-ce que écrire en français, langue de la colonisation, c'est quelque chose qu'on vous a reproché? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une tension à écrire en français? Pourquoi le choix justement de l'écriture en français? Alors là, j'ai consacré tout un chapitre sur ça, ou même deux. J'explique bien cette histoire du français, justement. D'abord, il faut dire que les écrivaines en langue française, elles sont nées, si je puis dire, et cette émergence de littérature féminine de langue française est née grâce à l'enseignement du français. Ces filles qui ont été à l'école française. Et Assia Djebar raconte comment son père, qui était prof d'arabe, il la prenait par la main et il l'emmenait à l'école, hein, pour... Et c'est la langue, donc c'était une nécessité, si je puis dire. Elle ne connaissait pas la langue arabe, elle ne connaissait que le français. Donc au départ, c'était une nécessité, mais c'était aussi, comme le dit Assia Djebar, c'était un voile. Pourquoi? Parce qu'elles auraient pu apprendre la langue, mais ne pas écrire ce qu'elles ont écrit. Mais elles ont écrit justement depuis le début, depuis les Alouettes naïves, depuis toujours, les premières femmes qui ont écrit, elles ont écrit pour se servir de la langue française comme un voile, elle dit. Elle dit que c'est un voile pour dire ce qu'elle ne peut pas dire dans sa propre langue. Et elle ajoute même que c'est un voile sur le voile. Donc c'est vraiment une manière de s'exprimer et de dire. Mais évidemment, avec le temps, si je puis dire, elle découvre que cette langue est une langue, bon, une langue destin. Elles se sont retrouvées euh, écrivaines de langue française sans l'avoir demandé ou cherché. C'est arrivé comme ça, c'est le destin. Mais cette langue destin, elle a ses limites. Elle a ses limites et elle se rend compte au bout d'un certain temps qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas exprimer, comme l'amour, par exemple. Elle n'arrive pas à l'exprimer en français. Il y a des limites aussi, il y a des sentiments, il y a donc elles vont petit à petit, les écrivaines vont ajouter des mots en arabe, elles vont traduire des mots, elles vont montrer que il y a par exemple le fait de dire ya habibi ou la yarti, c'est pas des choses qu'on peut traduire, qui sont intraduisibles, mais qui donnent tellement de sensations dans sa propre langue, ou des chansons comme les chansons d'Umm Kalthoum, etc. Donc qui font vraiment vibrer, mais qu'on ne peut pas aussi traduire. Donc il y a un trouble, si je puis dire, dans la langue. Il y a des choses que... Donc la langue a été au départ un moteur, mais ce moteur, comme tous les moteurs, il a aussi des pannes, il a, il a des grandements, il a des moments de difficulté et évidemment, il faut savoir se l'approprier
et l'adapter. Et voilà, donc il y a un problème de la langue, bien sûr, mais cette langue, elle est domestiquée, si je puis dire. Et maintenant, nous avons des grandes, il y a même des prix. Des grandes écrivaines qui écrivent une langue même beaucoup plus châtiée, beaucoup plus parfaite que certaines françaises, écrivaines françaises, je veux dire. Voilà, Alors, Arwa dit que quelque part, la langue française te permet de dire des choses que tu n'oserais pas dire en arabe. voilà, ouais, Oui, Ouais. c'est pas par hasard que moi, dans la plupart du temps, j'écris en français. Alors moi pour information, je suis pas de formation littéraire, pas du tout. Je suis de formation scientifique. J'exerce le métier d'ingénieur brevet, mais je suis passionnée par la littérature. Je lis beaucoup, donc en français, en anglais, en arabe aussi. Mais ce qui me vient le plus naturellement, c'est l'écriture en français, pas dans d'autres langues. C'est rare que j'écrive en arabe. En tout, j'ai écrit 3 poèmes dans ma vie en arabe. Le reste, c'est que du français. C'est parce que, voilà, pour moi, ça, je peux dire en français ce que l'arabe m'interdit de dire. Pour moi, l'arabe, c'est la langue du patriarcat. C'est la langue qui m'a interdit. J'ai été née et élevée en Tunisie. Donc, vous savez très bien comme moi, madame, les tabous qu'on nous impose en Tunisie, voilà. Et donc, dans mon esprit, c'est associé à ça, l'arabe. oui, bien sûr. Il y a une interjection de M. Nabil Hajjah dans un de ses romans, lorsque elle sort avec sa sœur, je ne me sais plus très bien la scène, elle arrive dans la ruelle où son père ou son grand-père était assis devant la porte et il la voit sans voile et il crie Zonta, Zonta. Et elle dit, mais Mhm. ce mot Zonta résonne encore dans mes oreilles parce que zonta, ça veut dire nue, alors qu'elle n'était pas nue, elle était sans voile. Mhm. Mais pour lui, elle était nue. Mhm. Zonta veut dire en arabe zonta, nue. Et ça aussi, les mots jouent un rôle énorme. Évidemment, lorsqu'on écrit en français, il y a beaucoup peut-être plus de liberté à, Mhm. à s'exprimer sans avoir ces mots tabous, ces choses qui freinent justement la création. Pour la création, il Tout à faut fait. être libre, hein. Voilà. Ouais. C'est intéressant hein, de se dire que finalement, en français, on se sent un peu plus libre. C'est intéressant. Oui, c'est C'est-à-dire que intéressant. Ouais. pourtant, la langue, Ouais. il y a Et trop de d'ailleurs, il y a de mots. plus en plus, là, je suis très étonnée. Moi, bon, j'espère que les jeunes chercheurs vont s'y mettre, parce que moi, je suis un peu dépassée. Mais si on voit tout ce qui paraît en ce moment, en tout cas en Tunisie, en Algérie, même au Maroc, en langue française par des femmes, c'est incroyable. Il y a de plus en plus, alors qu'on pensait que ça allait disparaître, que non, non, ça continue, on continue à écrire en français. Et en Tunisie, là, le pays le plus, disons, en retard, si je puis dire, au point de vue chronologie, parce les femmes ont commencé beaucoup plus tard à écrire en français, mais il y a de plus en plus, on a pratiquement tous les jours hein, des livres de femmes en langue française. Mm. Ouais. Et ça veut dire quelque chose. Ouais. Alors, Ça- ça me rappelle aussi, là, je pense à cette écrivaine qu'on a eu le plaisir d'avoir. Je me souviens plus de son nom, elle est d'origine marocaine en plus. Elle a écrit un livre justement sur le tabou de l'homosexualité au Maroc, ouais. Effacé. Mm. Je me souviens plus du nom de l'auteur. Mais c'était cette année, non? Oui, c'était cette année, oui, c'était en début d'année. Ah, la mémoire me fait défaut. Mais oui, effectivement, elle racontait aussi qu'elle écrivait en français. Alors attendez, je vais vous dire ça, parce que j'aime pas ne pas trouver. Effacer. Euh, alors, est-ce que je vais le trouver? Euh, non, je vais pas le trouver. Pas tout de suite.
Bah, je vais essayer de trouver dans le groupe. C'est un roman. J'ai fait l'interview en début d'année. Bon, bref, elle parle justement de ça et c'est vrai qu'elle est donc elle est au Maroc, elle habite au Maroc et pourtant cet ouvrage est en français. Et c'est des ouvrages parfois qui sont traduits dans d'autres langues. Mais c'est étonnant en fait de voir qu'on a plus de facilité à écrire dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle Oui, Oui, pour raconter des choses qui sont de l'ordre voilà, du tabou, quoi. oui, oui, de l'interdit, évidemment, On interdit. Ouais. ça libère et puis ça permet aussi de toucher d'autres lecteurs aussi. Mm. Parce que, évidemment, le lecteur idéal, lui, il refuse de dire ça. Absolument. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pensez que ça peut toucher que cette question-là, justement, d'aborder des questions euh, voilà, interdites ou tabous, ou qui nécessitent d'être transmutées, euh, est-ce que c'est quelque chose qui parle aux nouvelles générations, selon vous, et notamment aux femmes issues de l'immigration en France? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va aller en grandissant auprès de cette population-là? Et moi, je pense que c'est quelque chose de très important parce il y a seulement, bon, il y a celles qui écrivent, qui vivent en France, qui écrivent en français nécessairement, mais aussi qui sont au Maghreb, qui écrivent en français. Mais ce qui est intéressant, c'est cette interculturalité entre les deux, c'est ce passage de l'une à l'autre, parce que on a quand même toujours l'œil rivé sur ce qui se passe en France, de même que en France, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe aussi chez nous. Donc cette interaction est très importante et je crois il faut la développer de plus en plus parce que on ne peut pas évidemment s'ignorer. C'est très important, surtout que c'est écrit dans la langue française, donc c'est plus facile. Évidemment, il y a des auteurs, par exemple, il y a certains auteurs qui écrivaient en français qui sont mis à écrire en arabe, en Algérie notamment, euh, mais qui touchent un autre public. Donc qui touche un autre public plus orienté vers le Liban, Oui. l'Égypte, etc. Mais là, pour celles qui écrivent en français, évidemment, elles sont, j'allais dire, nécessairement en contact avec ce qui se passe aussi dans les pays francophones et notamment la France, quoi. Vous citez une autrice dans votre livre qui dit je voulais me libérer en écrivant, mais j'ai découvert que j'écrivais pour celles qui n'avaient pas eu le choix. Est-ce que vous trouvez que ce témoignage reflète l'urgence Oui, politique et sociale d'écrire justement pour oui. dénoncer? Oui, moi, il y a une autrice qui est Maïssa Bey qui parle de l'avortement, qui parle comme Malika Mokadem aussi, qui parle de mes hommes, elle parle de tous les hommes qu'elle a connus, etc. Elle parle des choses dont on ne peut absolument pas parler. On n'a pas le droit d'en parler. C'est ça elle libère, et elle se libère et elle libère aussi les autres femmes. Euh, de même, l'histoire, par exemple, je parle beaucoup de l'histoire coloniale, dont quand on parle pas des femmes. Et là, Messabe parle de cela de manière magistrale, comme d'ailleurs d'autres. Dans, écoutez, dans les montagnes, par exemple, où elle parle comment son père a été euh, éjecté de l'avion, tué. C'est terrible. Et ça, c'est des choses vécues par les femmes et senties par les femmes, etc. Et ce qu'on voit de nos jours, ben, c'est le côté, quand on parle des guerres, quand on parle pas seulement de la sexualité, mais quand on parle aussi de la vie quotidienne, du travail, de tout ça. Ben, je citais tout à l'heure ce qui se passe dans le monde du travail. Ben, c'est pareil, c'est côté féminin est toujours occulté, si je puis dire.
Et là, le fait que des écrivaines en parlent, décrivent minutieusement et en détail tout ce qu'elles vivent, permet aux autres d'en prendre conscience et d'en parler à leur tour. Oui, C'est comme le phénomène MeToo maintenant qui devient N à Z chez nous, alors que personne ne pouvait, qui pouvait parler de cela jamais. C'est des paroles qui se libèrent au fur et à mesure que il faut pour ça des auteurs, des autrices qui osent qui le osent dire, qui s'encourager. osent écrire, qui osent le dire pour pouvoir d'abord se libérer elle-même et puis libérer les autres. Ouais. Est-ce qu'il y a Et aujourd'hui des nouvelles pistes de recherche ou d'écriture qui vous semblent urgentes à explorer? Est-ce que vous diriez qu'au-delà de la littérature, il y a toute autre forme d'art oui, qui bah, permet il y justement a, d'exhumer il y a ce que j'ai appelé, moi, dans une communication là, que j'ai fait récemment, c'est les grandes oubliées de l'histoire. L'histoire est à réécrire de bout en bout. Et là, justement, il n'y a pas que la littérature. La littérature, elle devance, elle est d'ailleurs, ça? mon livre, là, mon dernier essai, juste après celui-là, c'est l'histoire en question. Je pose l'histoire en question dans la littérature maghrébine. Et l'histoire en question, elle est posée aussi par les femmes. La question de l'histoire, elle est intimement liée à la littérature. Et ce qui est de formidable, c'est que c'est la littérature qui précède, c'est elle qui dénonce au départ, qui parle en premier, et puis les historiens vont ensuite faire des recherches et trouver, et valider ou ne pas valider, ça c'est encore un autre problème. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou sinon je vais vous laisser le mot de la fin. Écoutez, moi je trouve que on parlait d'histoire, les femmes tunisiennes, par exemple, comme au Maroc, en Algérie, elles commencent à écrire leur propre histoire. Maghrébine, avez-vous une histoire? J'ai un chapitre qui est porté sur ça. Maghrébine, avez-vous une histoire? Et un des livres là, que nous avons en Tunisie, c'est le livre d'Eliane Belmiled, c'est Tunisienne, avez-vous une histoire? Et on cherche à connaître qui sommes-nous finalement? Quelle est notre histoire? Quelles sont ces femmes? euh, Par exemple, Fatma Nsoumer, par exemple, la Kaina, la Gésiale, et toutes ces femmes, quelles sont leurs histoires? Et pas seulement l'histoire récente, celle des combattantes euh, de la guerre d'Algérie, ou les combattantes aussi, les femmes pendant le Hirak, ou les femmes pendant la décennie noire qui ont lutté par le calame. Parce qu'elles n'avaient plus droit à la parole d'un seul coup, et elles se sont mises à écrire et à dénoncer ce qui leur arrivait. Il n'y a pas que les hommes qui ont écrit à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il y a eu Boujedra, il y a eu Rachid Memouni, il y a eu beaucoup qui ont écrit, mais les femmes aussi ont beaucoup écrit pendant cette période et j'en parle aussi. C'est ça qui me paraît important, c'est que le- les femmes prennent conscience aussi de l'histoire, prennent conscience du politique et pendant le Hirak, par exemple, elles ont commencé aussi à écrire. Elles ont écrit des poèmes, elles ont écrit... Et pendant le printemps de Tunis, il y a eu beaucoup de femmes qui se sont mises, pas seulement sur le terrain, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur les blogs, ils ont commencé. Donc là, il y a tellement une présence féminine qui est de plus en plus visible, si je veux dire. Donc, on est, on va de l'invisible vers le visible de plus en plus, j'allais dire, bon, c'est de plus en plus voyant. Ouais. Voyant, pour faire un jeu de mots. Voilà, Je vous ça. remercie vraiment, ma chère Hedia Kadar, pour cet ouvrage qui est pas très épais, Non, mais non, hyper dense.
hyper dense et qui donne plein de pistes de réflexion, qui donne plein de références. Moi, j'ai découvert des autrices que je ne connaissais pas. J'ai exploré voilà, une partie de l'histoire coloniale. Je vous remercie vraiment parce que c'est un ouvrage, à mon sens, d'utilité publique qui nécessiterait plusieurs book clubs. Euh, Merci. ces différentes parties que vous avez mentionnées, j'aimerais juste les redire. Vous commencez par les femmes du Maghreb vues d'ailleurs. J'ai trouvé cette partie hyper intéressante parce que ne pas être sujet, c'est être objet de l'histoire et donc être décrypté, euh, décrite par l'autre, nous enferme quelque part dans un imaginaire qui n'est pas le nôtre. Donc, Oui, se réapproprier son histoire, c'est sortir justement de ces cases-là par le calame, par l'écriture, par la réappropriation de nos récits. Euh, la deuxième partie, c'est les femmes du Maghreb par elles-mêmes. Donc, comment est-ce que les femmes se ressaisissent de leur propre récit petit à petit? Et là, on commence à voir la dimension thérapeutique qui se met en marche, puisque on commence à interroger sa propre histoire, ses propres trajectoires de vie. Ensuite, maghrébine, avez-vous une histoire? Donc, à l'ère de la postmodernité, c'est là que vous mettez en lumière toutes ces femmes qui ont influencé l'histoire du Maghreb, comme Assia Djebar, des contemporaines et des moins contemporaines. Les femmes en politique aussi, il y a aussi la mention de la femme qui est devenue présidente du Pakistan, j'ai perdu le nom. oui. Euh, enfin bon, les femmes en politique et dans l'histoire. Et enfin, l'histoire écrite par les femmes. Et pour terminer, nouvelle question de la littérature féminine à l'ère des textes religieux et comment ben voilà, ces femmes, dans l'ère MeToo, réinterrogent en fait un certain nombre d'espaces où les femmes ont été invisibilisées. Vraiment un ouvrage hyper riche Merci. qui nécessite qu'on le lise et qu'on le relise et qu'on le transmette puisqu'on traverse le sensible et on traverse ces silences, ces tabous, ces héritages culturels qui sont dans l'ombre, pour les mettre en lumière, pour nous les réapproprier et pour finalement transformer notre expérience individuelle avec toute cette richesse, parce que c'est une richesse que de connaître sa culture, c'est une richesse aussi de faire de discerner ce qui est bon, le grain de livret, ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Oui, Et finalement, votre travail à la croisée de la recherche académique et de l'engagement humaniste nous offre une lecture précieuse des tensions entre tradition et modernité, entre blessures intimes et récits partagés. Donc, merci infiniment, professeur Kadar, pour ce travail précieux, riche, merci. qui honore notre histoire commune. Alors, j'aimerais offrir cet ouvrage à un de nos adhérents dans mon petit bol magique très rigolo. Ah, Alors, je tire un petit papier et ce livre, c'est pour Lucie Lingueglia. Voilà, je pense qu'elle appréciera cet ouvrage. Pour ma part, je vous donne rendez-vous. Ah oui, à ce propos, oui, moi j'ai lu un livre qui s'appelle Écrire pour guérir. Super oui, ouvrage que je ouais, mettrai en ouais. dessous Intéressant aussi. de la Ouais. description. Je vous donne rendez-vous donc pour ma part le mois prochain à Lyon, puisqu'on va aborder en présentiel l'ouvrage de Karine Bonnefond sur les violences conjugales au Oh, cœur de l'audition judiciaire. Cette rencontre aura lieu donc le 4 juin prochain à Lyon. Et en attendant, je souhaite à toutes les mamans du monde une bonne fête des mères et aussi à tous les enfants. Je vous remercie de nous honorer d'être vos mères. Très bon euh, dimanche à tous Merci. et à toutes. merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fête aussi. Merci. Merci à vous. Au Au revoir. Merci. revoir, merci.